Vous êtes dans le 13h de RTI1. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est à Agnibilekro depuis ce vendredi matin pour prendre part aux obsèques du roi du Duablin, Sa Majesté Nana Agninibile II, décédé le 8 janvier 2020. Nous irons au cœur du royaume dès l'entame de cette édition avec notre envoyé spécial, Mamadou Kouassi. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Un classement qui est fait en tenant compte du PIB par habitant estimé à plus d'1 million de francs CFA. Une performance qui s'explique entre autres par les nombreuses réformes économiques engagées par l'État de Côte d'Ivoire. En réunion par visioconférence hier jeudi 17 septembre, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a renforcé la position de l'Union africaine lors de son sommet extraordinaire sur le Mali mardi dernier à Accra, qui est que la transition malienne soit dirigée par un civil. Nous en parlerons en toute fin de journal. Les populations du Duablin sont tristes et avec elles toute la Côte d'Ivoire. Le royaume est en deuil. Sa Majesté Nana Agninibile II s'en est allée depuis le début de l'année. Les funérailles démarrent aujourd'hui. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce matin à Agnibilekro pour y prendre part. C'est à environ 270 km au nord-est d'Abidjan. On retrouve Mamadou Kouassi. Il est 10h01 quand l'hélicoptère transportant le président de la République, Alassane Ouattara, foule le sol du royaume du Duablin. Le chef de l'État est accueilli par les cadres de la région de l'Indéné Duablin, accompagné du corps préfectoral et de plusieurs membres du gouvernement. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient prendre part aux obsèques du roi du Duablin, Sa Majesté Nana Agninibile II. Une visite sobre pour marquer ses liens familiaux avec la cour royale du Duablin. Le cortège peut donc se diriger sur le lieu de la cérémonie. Et pour la circonstance, pas d'honneur militaire ni de bain de foule. Mais les populations venues de tout le royaume se sont mobilisées pour lui réserver un accueil sur le lieu de la cérémonie. Sur les lieux des obsèques, c'est une foule compacte, constituée de différentes communautés et de délégations venues de plusieurs régions de Côte d'Ivoire qui l'attendent. La cérémonie peut donc commencer avec son arrivée. La RTI présente ses condoléances à tout le peuple du Duablin. Le projet du métro d'Abidjan continue de bien avancer. C'est un projet de réseau ferroviaire de transport urbain qui desservira l'agglomération d'Abidjan. La pandémie de Covid n'aura pas eu de véritable impact sur les travaux. C'est en substance ce que le ministre des Transports et le responsable du projet sont allés dire hier au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le témoignage d'Abou Sanogo. Une audience qui a porté sur le projet du métro d'Abidjan. Un projet structurant qui va permettre de desservir l'agglomération du district d'Abidjan. Le ministre des Transports, Amadou Koné, et le directeur de la société en charge de la construction du projet ont été reçus par le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Il s'est agi de rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Donc nous avons fait le point avec M. le Premier ministre à l'effet de tenir à tout le moins le calendrier qui a été fixé de livraison du métro d'Abidjan. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que cette rencontre a pu se faire et le Premier ministre nous a donné les avis et les éléments nécessaires dont nous avions besoin pour que nous puissions avancer sereinement dans le cadre de ce projet. Nous sommes extrêmement satisfaits et reconnaissants au gouvernement de la Côte d'Ivoire du soutien qu'il nous apporte au quotidien pour faire avancer ce projet. Ce projet va permettre de doter le district d'Abidjan d'un système de transport au niveau des plus grandes capitales mondiales. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan. Et la Côte d'Ivoire peut se permettre des projets d'envergure pour le bien-être de ses populations. C'est bien le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest en termes de PIB par habitant. C'est un rang honorable d'après un classement qui émane de la Banque mondiale. Selon l'institution, la performance est entre autres due aux nombreuses réformes économiques et à la maîtrise des prix. On en sait plus avec Adama Koné du service économie de la rédaction. La Côte d'Ivoire au sommet de la région ouest-africaine.
Le pays vient d'être classé par la Banque mondiale premier pays riche de l'Afrique de l'Ouest. Avec un produit intérieur brut par habitant de 2286 $, soit 1 257 300 francs CFA, la Côte d'Ivoire surclasse le Nigeria 2230 $ par habitant et le Ghana 2202 $ par habitant. La Côte d'Ivoire double ainsi son produit intérieur brut par habitant qui n'était que de 1 000 $ en 2012. Dans les couloirs de la Banque mondiale, les experts estiment que l'exploit du pays en 8 années, de 2012 à 2019, est lié à une économie qui se modernise avec des réformes profondes comparativement aux autres économies basées sur l'exploitation de leur sous-sol. L'on peut noter entre autres l'attrait du climat des affaires avec l'adoption d'un nouveau code des investissements en 2012, l'instauration d'un guichet unique de création d'entreprises ainsi que la mise en place d'une plateforme qui favorise la centralisation des appuis des partenaires au développement. Le résultat ne se fait pas attendre. De la 167e place en 2012, la Côte d'Ivoire gravit les échelons pour se situer à la 110e position du classement Doing Business de la Banque mondiale pour l'année 2020, faisant mieux que le Nigeria à la 131e position. Des performances qui séduisent les bailleurs de fonds, occasionnant l'ouverture de nombreux chantiers. Routes, ponts, centrales électriques, hôpitaux, adduction en eau potable. Résultat, le taux de couverture en électricité de 33% en 2012 passe à 73% en mai 2020, alors que le taux d'accès à l'électricité se lève à 90% de la population. Une population qui d'ailleurs enregistre une classe moyenne robuste tirant la consommation. Surtout que la Banque mondiale note une maîtrise des prix à travers un taux d'inflation moyen annuel de 0,8% contre 11,9% au Ghana et 11,6% au Nigeria. Les économistes n'oublient pas les efforts réalisés dans le capital humain. En témoignent les investissements importants dans l'éducation et la formation dont les dépenses atteignent en 2017 27% du budget national. Aujourd'hui, avec une croissance moyenne de 8,2% sur 8 ans, les prévisionnistes avancent que le pays devrait avoir une croissance robuste après la crise sanitaire mondiale pour dépasser la Tunisie et devenir le premier pays d'Afrique subsaharienne à se hisser dans l'histoire au-dessus d'un pays d'Afrique du Nord. On va à présent parler commerce international. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le ministère du budget ainsi que les fêtières du secteur privé concernés par l'API, l'accord de partenariat intérimaire, ont tenu cette semaine une réunion d'échange et de concertation. Une rencontre qui a permis de faire un état des lieux des négociations sur les API. Les précisions de Jean-Louis Bangbo. C'est un accord bien particulier qui était au centre de ces échanges. L'accord de partenariat économique intérimaire API, conclu entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, est rentré en vigueur depuis décembre 2019. Cet accord permet des exportations sur le marché européen sans discontinuité. Il devrait connaître des aménagements dans les prochains mois qui sont fortement attendus par le secteur privé. Qui dit baisse de droits de douane sur des produits importés, dit matières premières ou produits un peu moins chers pour les entreprises, à condition que ces matières-là rentrent dans un processus de transformation pour ensuite fabriquer des produits. Le gouvernement a délégué 2 ministres pour participer à cette concertation autour de cet accord. L'API est en effet un puissant levier pour la transformation de l'économie ivoirienne. Cet accord de partenariat est pour le gouvernement un facteur de développement en favorisant la dynamique de transformation de nos produits agricoles. Il s'inscrit dans l'objectif de l'État, dans le cadre du PND, qui est d'atteindre un taux de transformation de 50% des produits agricoles. C'est surtout pour garantir, assurer le maintien de la compétitivité, sinon l'amélioration de la compétitivité de notre économie. Vous savez que nous sommes un pays qui est gros exportateur de matières premières agricoles et l'un de nos principaux clients, c'est l'Union européenne. Alors, si nous n'avions pas cet accord-là, des tarifs douaniers supplémentaires risquaient de frapper nos produits et ça nuirait à la compétitivité de notre économie. Toutes les assurances ont été données aux opérateurs du secteur privé quant au maintien des préférences tarifaires, notamment avec le Royaume-Uni.
L'Union européenne, il faut le noter, reste le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire avec 27% des importations et 34% des exportations totales. Eux, ils étaient réfugiés en Guinée depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Ce sont 61 Ivoiriens qui ont décidé de regagner volontairement leur pays. Leur convoi, qui est le tout premier en provenance de la Guinée en pleine épidémie de Covid-19, vient d'arriver à Danané, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. F. Boué était présent à leur arrivée. Son témoignage. 61 Ivoiriens sont de retour en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'exil en Guinée. Ils sont accueillis à Gbapleu, à la frontière ivoiro-guinéenne, dans le département de Danané. C'est le premier rapatriement volontaire en provenance de la Guinée depuis le déclenchement de la pandémie à coronavirus. Étant entendu que les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire demeurent toujours fermées, ce rapatriement a été possible grâce à un couloir humanitaire établi entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Bravo à ces deux pays, la Guinée, qui aussi a ouvert ce corridor humanitaire, et d'ailleurs la Côte d'Ivoire, pays d'origine, pour rendre possible ce convoi. Pour que tous nos compatriotes qui expriment de plein gré leur choix de revenir dans leur pays, pour qu'ils puissent venir, que rien n'entrave ce retour. Donc pour nous, c'est une grande joie. Après les contrôles d'usage au poste de police, dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19, direction le centre de transit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR de Danané. Sur place, des briefings et mots de bienvenue des autorités. Les désormais ex-réfugiés, heureux de retrouver la mère patrie, espèrent en des lendemains meilleurs. J'ai fait 9 ans en Guinée. Je sens très bien maintenant parce que je suis rentrée chez moi. Je salue le gouvernement de Guinée, je salue le gouvernement de Côte d'Ivoire. La paix et puis la paix, la paix. Je suis très content d'être retour dans mon pays. Je vais répondre à mon activité. Bon, j'étais dans le domaine du transport. Je suis commerçant. Je vends, je répare les pièces mécaniques. Donc, avec un aide là, je sais que grâce à Dieu, ça ira. Les autorités rassurent que toutes les dispositions sont prises pour leur réinsertion et invitent les Ivoiriens qui sont encore en exil à rentrer. Nous allons continuer notre mandat de protection, d'assistance et de solution à ces quelques réfugiés qui sont rentrés en appuyant le gouvernement et les partenaires, mais surtout les partenaires au développement. Ceux qui hésitent encore à venir n'ont aucune crainte qu'ils puissent rentrer dans leur pays pour prendre part au développement, s'insérer dans le tissu social et économique de leur pays. Pour l'heure, ces 61 Ivoiriens seront en quarantaine dans ce centre de transit durant 14 jours avant de regagner leur destination finale. Et si ces Ivoiriens rentrent au Bercail, c'est bien parce que la paix y règne désormais. Une paix qui doit cependant être consolidée. C'est en cela que les artistes Zouglou de Côte d'Ivoire ont initié un festival pour sensibiliser les populations à la cohésion sociale et à des élections apaisées. Le festival Zouglou 24 heures chrono cette semaine a eu lieu donc dans la commune de Yopougon, sur la célèbre rue Princesse. Le reportage de Serge Collier. Le zouglou, musique urbaine ivoirienne utilisée comme moyen de sensibilisation à la paix. 24 heures de spectacle non-stop pour adoucir les cœurs, mais surtout parler d'élections apaisées. L'initiative du président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, Étienne Kouya, a réuni une vingtaine de groupes sur la scène. Objectif, exhorter les jeunes au calme. Je demande à la jeunesse de voter pour qui elle veut, mais qu'après avoir déposé le bulletin dans l'urne, se retrouve et puis voilà, se met au travail. En parfaite communion avec les jeunes de Yopougon, rue Princesse, les artistes ont distillé des messages d'union et de cohésion sociale. Les enfants ont également donné de la voix. Mon pays a déjà tourné la page des violences, a déjà accepté aussi la réconciliation et le vivre ensemble. Alors pourquoi ne pas croire à des élections apaisées? Chers parents et acteurs politiques, nous qui sommes vos enfants, avons foi en vous. Ce cadre d'expression artistique, placé sous le sceau de l'apaisement, a été salué à sa juste valeur par Nina Clarissa Koliassé, marraine
de la cérémonie. De son côté, Aminata Kone, vice-présidente de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et présidente de cet événement, s'est également réjouie. Jusqu'au petit matin, l'esplanade de l'imprimerie lyonnaise à Yopougon rue Princesse a vibré au rythme des sonorités zouglou pour la paix. Serge Koléa qui en a profité pour libérer en zouglou. Et nous allons certainement tous le faire. Nous allons chanter, danser le jour où nous vaincrons le coronavirus. Ce virus qui, à l'heure actuelle, a fait 30 millions de malades à travers la planète et 943 000 morts. Ces dernières 24 heures, la Côte d'Ivoire a enregistré 26 nouveaux cas de contamination, ce qui porte le nombre total de malades à 19 158 pour 120 décès. On recherche la bonne nouvelle dans ce tableau sombre et on en trouve une, c'est bien le nombre de personnes guéries. 18 330 patients ont recouvré la guérison depuis la survenue de l'épidémie en Côte d'Ivoire le 11 mars dernier. Comment lutter contre le coronavirus? C'est bien simple, lavons-nous les mains, portons nos masques de protection et restons chez nous si nous n'avons rien d'essentiel à faire dehors. La santé des populations est un vœu cher au gouvernement. Le ministre Souleymane Diarra est cadre de Yamoussoukro. Il vient d'offrir une ambulance médicalisée toute neuve au centre de santé de Séman, un village situé à quelques 4 km au nord de la capitale politique. Kader Sogodogo a assisté à la remise du don. Son compte rendu. Action de solidarité du ministre Souleymane Diarra en faveur de la communauté villageoise de Séman, localité située sur l'axe Yamoussoukro-Bouaké. Il fait don d'une ambulance médicalisée au centre de santé rural du village. Un geste qui va faciliter l'évacuation des patients vers des structures spécialisées. Je voudrais solennellement traduire toute ma gratitude et ma reconnaissance au président de la République qui nous donne l'opportunité de combler un manque crucial pour notre village Séman et de contribuer ainsi à soulager ses habitants, ensemble à sauver des vies. Les bénéficiaires, avec à leur tête à la chefferie, se réjouissent du don. Je remercie toutes les populations qui ont venu me soutenir, me donner l'ambulance. Je les remercie et je les remercie. Ça va sauver des vies. S'il y a un cas qui est un peu urgent, grâce à l'ambulance, on pourra rapidement se rendre à Yamoussoukro. Donc c'est une joie pour nous, pour toute la population ici présente. Avant Séman, c'est le village de Logbakro en bordure d'autoroute qui avait bénéficié il y a de cela environ 2 mois de la même action du ministre Souleymane Diarra. Pendant ce temps, ici à Abidjan, le district tendait la main à l'ONPC, l'Office national de protection civile. 100 millions de francs CFA, c'est la valeur du matériel de prévention et d'intervention remis par le district d'Abidjan à l'Office. C'était en présence de notre reporter Issa Chonayeo. Du matériel de secourisme, d'incendie et accessoires hydrauliques et d'épuisement. C'est le don fait par le district autonome d'Abidjan à l'Office national de protection civile, ONPC, d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Ce geste vise à augmenter la capacité opérationnelle des sapeurs-pompiers civils dans l'accomplissement de leurs tâches. Nous souhaitons que nos populations comprennent le rôle fondamental qui est celui de la protection civile, qui engage les agents qui y travaillent à être en première ligne dès qu'il y a une catastrophe ou des besoins spécifiques. Ils font un travail remarquable. Nous devons les protéger, nous devons les encourager, nous devons les soutenir et nous devons les féliciter. C'est ainsi qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Reconnaissant au district d'Abidjan, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, indique que ces services feront un bon usage du matériel. Au souhait du président de la République, que tous les Ivoiriens travaillent la main dans la main pour le bonheur de chacun des habitants de ce pays. Et tous ceux qui ont compris qu'il faut soutenir ces sauveurs
sont à saluer. Parce que l'État, à lui seul, ne peut pas tout faire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile souhaite, par ailleurs, que d'autres structures emboîtent le pas au district autonome d'Abidjan pour renforcer la capacité opérationnelle de l'ONPC. Voilà pour le chapitre santé de ce journal. Allons-y maintenant dans le Gbeke, au centre de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre du programme de développement des infrastructures routières, Béoumi bénéficiera très prochainement de 5 km de bitume. Les travaux ont été lancés cette semaine. Les populations s'en réjouissent. Le ministre Sidi Touré, par ailleurs cadre de la région, a traduit la reconnaissance des peuples Kodé et Goli au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Soro Corona pour RTI Boaké. Albert Kona, conducteur de moto-taxi dans la commune de Béoumi, région de Gbeke. Albert est constamment chez le mécanicien à cause du mauvais état des routes. Souvent, quand tu prends les clients à cause des routes, se plaignent. Tu peux travailler une journée, l'argent que tu gagnes, tu peux aller mettre la réparation. Pour améliorer la circulation dans la ville et mieux valoriser le potentiel économique, la commune de Béoumi va bénéficier de 5 km de bitume. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement routier 2016-2025. Les travaux de la première phase de ce projet, long de 2 km 100, ont été lancés. Coût des travaux, 1,6 milliard de francs CFA, entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. Le maire a exprimé la joie des populations de Béoumi. Le bitumage des voies de la ville de Béoumi, dont la réalisation avait été promise par tous les gouvernements précédents, connaît enfin son exécution sous le mandat de son Excellence Alassane Ouattara. Nous disons, Yakwao, Yamo, Moni Douma. Le représentant du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est revenu sur l'importance de ce projet cher au président de la République Alassane Ouattara. Aristide Yao a annoncé également le début des travaux de bitumage de l'axe Béoumi-Sakassou-Tiébissou. Il sera procédé également au lancement des travaux de bitumage de l'axe Béoumi-Sakassou-Tiébissou, permettant ainsi de faire l'économie du détour par Boaké pour se rendre à Yamoussoukro et Abidjan. Le ministre de la Communication et des Médias, au nom du peuple Kodé et Goli, a plaidé pour le bitumage de l'asso Béoumi-Bodokro-Marabadiassa. Le ministre Sidi Touré s'est apaisanti sur la cohésion sociale et la paix retrouvée à Béoumi, deux conditions indispensables au développement. Aujourd'hui, nous célébrons le goudron. Beaucoup de gens disent qu'on ne mange pas goudron, mais je crois qu'ici à Béoumi, vous mangez goudron, n'est-ce pas? Le goudron précède le développement. Et le goudron aussi donne du travail, parce que les gens ont confiance. Les cadres viennent investir parce qu'ils voient que ce n'est plus tellement le village qu'ils ont eu dans leur mémoire. Nous, on a demandé, et j'ai plaidé pour ça, auprès du président de la République. Pour nous, là, le goudron qui sera lancé à Tiébissou, il va jusqu'à Bodokro pour se terminer à Marabadiassa. Ces travaux de bitumage vont durer 2 mois et permettront à 100 jeunes de sortir de la précarité. Le département de Béoumi va bénéficier également de 700 km de reprofilage lourd et léger. Venons-en maintenant à cette journée d'information et d'échange sur le surendettement par la pratique de l'usure chez les salariés. Une initiative du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La rencontre qui a lieu ici même à Cocody vise à informer et mobiliser les parties prenantes à lutter contre cette pratique qui touche plusieurs milliers de salariés en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Astou Touré. Le prêt à usure ou système Marguya a d'énormes conséquences sur la vie du salarié, avec plus de 23 000 enseignants concernés. Cette rencontre vise à trouver des stratégies innovantes pour lutter efficacement contre ce phénomène. Le surendettement dû au prêt usurier qui impacte dangereusement la vie de presque 30% des fonctionnaires et agents de l'État. Et la situation est telle que ces personnes vivent dans une certaine précarité et nous essayons ensemble avec eux pour voir, à travers une étude qui sera menée, comment on peut les aider à trouver une solution et comment le gouvernement peut proposer des solutions au phénomène de surendettement. En Côte d'Ivoire, près de 30 000 fonctionnaires et agents de l'État subissent les effets du surendettement auprès des maisons de crédit d'équipement dans un environnement de prêt à usure. Quand vous avez un problème aujourd'hui, que vous n'êtes pas éligible à la banque, c'est-à-dire que les banques aujourd'hui
font ce qu'on appelle avance sur salaire. En même temps qu'on prend le salaire du mois, on prend ça parce qu'on n'a pas de salaire en réalité. Et donc quand vous avez un problème, il ne faut plus aller à la banque. Mais quelle est la structure aujourd'hui de l'État vers laquelle vous pouvez aller pour avoir un peu d'argent pour résoudre votre problème immédiat? Il n'y en a pas. Vous allez voir un usurier, vous l'approchez et vous négociez le prêt avec lui directement. Et le prêt qu'il vous donne, la totalité du prêt est à rembourser à la fin du mois en cours. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui 17. Si je vais prendre un prêt 100 000 francs, le Magua va me dire de rembourser 200 000 à la fin du mois de septembre. Et il garde ma carte magnétique. Donc à la fin du mois, c'est lui qui va à la banque pour aller prendre mon salaire. Abandon de poste, accident cardiovasculaire et suicide sont entre autres des conséquences liées à la pratique de l'usure au système Marguya. Il y a l'estime de soi qui est en baisse. Il y a le fait aussi que dans son ménage, par exemple, si c'est un chef de ménage, dans son ménage, forcément, il ne peut plus faire face aux différentes difficultés, aux différentes sollicitations de la famille. Et donc, les enfants commencent à ne plus aller à l'école. L'épouse, par exemple, n'a plus ce qu'il faut pour nourrir la famille. Et donc, le père de famille est démuni. La pratique de l'usure est la principale cause de vulnérabilité et de précarité chez les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, avec 2155 chefs de ménage impactés. Le programme national de volontariat en Côte d'Ivoire a démarré il y a 4 ans grâce au gouvernement. Le gouvernement qui a été appuyé par le PNUD et le programme volontaire des Nations Unies. Plus de 1000 jeunes avaient été mobilisés à cet effet. Des jeunes volontaires qui ont entre autres contribué à agir en faveur des jeunes, en faveur des enfants en situation de détresse et à permettre aux enfants d'être déclarés à l'état civil. Une 60aine d'entre eux viennent d'être distingués. Walter Amadou Ouattara. De tous les villages venus à Bongouanou ce samedi pour la grand-messe qui clôture la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Moronou, il y en a comme Guinou qui frappent par leur dynamisme. Les fils et cadres dans un creuset d'union qu'est leur mutuelle de développement, la MUDEN, sont comptables des acquis en matière d'infrastructures socio-économiques de base que compte le village, lesquels font de Guinou un village qui séduit par ses grands pas vers le progrès et le développement. De nombreux indicateurs, notamment le lycée en voie d'achèvement et un poste de gendarmerie. Ce garant de sécurité, une attente que Guinou veut voir combler à cette occasion de rencontre avec le président Alassane Ouattara. Les populations comptent sur leur mutuelle pour que cela soit. Aujourd'hui, nous avons de l'électricité grâce à la mutuelle, centre de santé, la maternité. Et pour nous les femmes, un marché. La mutuelle nous a donné la gendarmerie. La gendarmerie là c'est bon parce que les voleurs là sont trop. Alors là, même si tu as ta moto, mais tu mets dans ta maison, le matin tu t'en vas, tu trouves plus ta moto. Le cacao aussi, les gens volent. Aussi la gendarmerie est là et ils ont peur de faire ça. La mutuelle de Guinou n'a pas fait les choses à moitié. À proximité du local qui va abriter la gendarmerie, une cité de 14 petites villas de 3 pièces chacune pour loger les gendarmes qui seront en poste en Guinou. Le jeune Kwame Abonzan rassure. Le mobilier de bureau, l'équipement informatique et tout le nécessaire en termes de commodité sont prêts. Un véhicule de type 4x4 prêt également, dont du conseil Café Cacao y a été déjà affecté et remis à la brigade de gendarmerie de Bongouanou en attendant l'inauguration de celle de Guinou. Cette localité de la sous-préfecture de Bongouanou, riche productrice de produits agricoles de rente et vivriers, est sous la houlette de ses filles, fils et cadres, dans une logique de développement participatif, consciente que l'État seul ne peut tout faire. Après donc la santé, après l'éducation nationale, après le marché, il était bon qu'on puisse penser aussi à la sécurité. Donc ensemble, nous avons donc fait ce projet-là de construction de gendarmerie. Nous attendons que la brigade soit fonctionnelle avec l'inauguration. Mais c'est une brigade dont on fait don, la population nous faisait don au chef de l'État. Moralité de l'histoire. Aide-toi et l'État t'aidera. Et on a souvent entendu ici et là dans le Moronou, je cite, c'est quand on donne qu'en retour on reçoit davantage. Fin de citation. En cela, les populations de Guinou attendent avec impatience l'inauguration de leur gendarmerie et sans doute aussi pour ce village l'occasion de sortir de son enclavement.
Là, nous étions à Ongino, un village de Bongouano qui connaît un développement notable grâce notamment aux actions de sa mutuelle. Le sujet annoncé précédemment, celui sur la distinction de la soixantaine de jeunes mobilisés, les jeunes volontaires, vous sera proposé ultérieurement. Nous sommes tributaires de la technique et de ses humeurs. Nous nous en excusons. L'actualité internationale à présent. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine s'est réuni par visioconférence jeudi 17 septembre, c'était hier, tout comme la CEDEAO mardi. L'organisation continue de réclamer que la transition malienne soit dirigée par un civil, une transition rapide menée par un civil et un retour à l'ordre constitutionnel. L'Union africaine se félicite par ailleurs de la libération de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, mais continue de réclamer la libération des autres personnalités toujours détenues par la junte. La condamnation à la prison à vie du chef séparatiste anglophone Sisiku Ayouk Tabé a été confirmée en appel hier jeudi. Là, nous sommes au Cameroun. Arrêté en 2018, celui qui se présente comme le leader de l'Ambazonie a été condamné l'an dernier par un tribunal militaire pour sécession et terrorisme en lien avec le conflit dans les régions anglophones du pays. L'avocat des militants séparatistes estime qu'il y a eu déni de justice depuis le début du procès, ses clients n'ayant pu présenter leur défense, ajoutant qu'ils comptent bien se pourvoir en cassation devant la Cour suprême du Cameroun. Et c'est ici qu'on va refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Cette édition est à revoir sur les www.rti.ci. À demain, 13h, sur la chaîne qui rassemble et toujours dans le respect des gestes barrières.